Les amis, bienvenue à cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir une fois de plus. Mais dites-vous que la vidéo d'aujourd'hui fera couler beaucoup d'encre et sans doute beaucoup de larmes. Il faut le dire, je ne suis pas dans une dynamique de provocation, encore moins une dynamique de confrontation. Mais il faut savoir que je suis un producteur de contenu et il se trouve qu'il y a des choses pour lesquelles parfois je dois apporter un peu d'huile, je dois apporter un plus, je dois apporter des éléments qui vont venir soit confirmer ou carrément détruire, je dirais, pour ne pas être excessif, qui viendra carrément dédier certaines choses. Il est vrai que nous sommes tous conscients que notre continent a besoin d'être construit. Et pour cela, chacun apporte des idées des unes et des autres. Certains apportent des idées les plus rocambolesques, d'autres des idées farfelues, certains de très belles idées. Entre autres, on apprendra aux gens, par exemple, de se lancer dans l'industrie, qui est une très bonne chose en soi. Mais je cherche à comprendre comment se fait-il qu'on puisse dire à quelqu'un qui est basé en RDC de s'intéresser à l'industrie au lieu de chercher à comprendre ce qui se passe dans son sol, au lieu de se concentrer, au lieu de faire la personne chercher à comprendre les ressources naturelles qui regorgent le Congo. J'ai bien envie de comprendre. C'est pourquoi cette vidéo viendra déconstruire des choses. Dans cette vidéo, je vous donnerai ma part de vision. Je vous expliquerai, je vous donnerai seulement 6 bonnes raisons pour lesquelles vous ne réussirez jamais, je dis au grand jamais, dans l'industrie si vous n'avez pas commencé par le négoce des matières premières. Je vous donnerai des exemples. Je vous citerai des noms. Vous aurez des images. Vous aurez des textes. À la sortie de la vidéo, vous aurez la possibilité, vous aurez enfin une autre voix qui vient avec une proposition concrète. Je rappelle que cette vidéo sera bien longue. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous asseoir confortablement et prenez une tasse de café parce que ça va déchaîner. Alors, retrouvons-nous après le générique. Alors les amis, merci et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo. Tel que je le disais, nous sommes dans une dynamique où vous devez comprendre certaines choses, vous devez comprendre une autre version de l'histoire. Par qui dit, voici entre autres 6 points qui feront défaut ou qui font défaut aux industriels qui trouvent facilement des solutions chez le négociant de matières premières. Entre autres, l'idée ou le choix du secteur. Il faut savoir que entre un industriel et un négociant, le négociant a beaucoup plus de facilité à choisir son secteur d'activité. Il a beaucoup plus il a beaucoup plus de facilité à choisir la matière première dans laquelle il doit se spécialiser. Entre autres, qu'est-ce qu'il peut faire? En se dirigeant vers le ministère des Finances, pour avoir la liste des matières premières ou bien des éléments qui sont exonérés d'impôts, par exemple dans son pays, les produits qui ne payent pas, par exemple, des douanes dans leur pays, il aura dans la liste. Chercher à savoir les produits qui sont le plus importés et ce qui est le plus exporté dans son pays. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il aura également la possibilité d'aller vers le ministère de l'Industrie. Question pour lui d'avoir la liste des entreprises qui importent un certain nombre de produits sur son pays.
Et une fois qu'il a ces éléments, vous convenez qu'il est plus facile pour lui, en tant que négociant, de choisir le secteur dans lequel il va se lancer. Maintenant, lorsqu'on va arriver au niveau de l'industriel, il est très complexe pour un industriel de se lancer. Extrêmement complexe parce qu'il doit choisir un produit en fonction de certaines réalités, en fonction de certains besoins. Il ne choisit pas un produit parce que lui, il aime ce produit. Il choisit parce qu'il doit avoir un marché. Est-ce qu'il y a un marché? Pourtant, lorsqu'on arrive dans le domaine du négoce, ces ministères ont déjà fait un gros boulot et le négociant n'a plus d'effort à faire que de récupérer ces informations et faire un séquençage, sortir un produit, un ou deux ou trois produits sur lesquels il peut se lancer aisément. Et vous conviendrez que sans le moindre doute, le négociant a une plus grande large manœuvre, pour ne pas dire un boulevard devant lui, pour le choix dans lequel il se lance sans risque, ou pour le choix dans lequel il se lancera sans risque, contrairement à l'industriel qui doit choisir un ou deux produits, voire trois à développer. Ici, il faut comprendre que j'ai omis de parler des agréments qui sont également des secteurs qui rapportent. Je veux dire, en tant que négociant, vous pouvez vous lancer dans la recherche des agréments parce que dans certains pays, il y a des agréments qui se donnent exclusivement aux locaux ou aux nationaux. Donc, un négociant également peut se lancer dans l'agrément, je donne n'importe quoi. Un négociant peut-être peut se lancer, il obtient l'agrément de la création des stations d'essence. Il met son agrément en location. Il peut obtenir l'agrément de l'exploitation forestière. Il met en location. Contrairement à l'industriel pour qui il doit produire quelque chose sur la base d'une matière première. Et cette production dirige toujours vers le négociant des matières premières, éviter la tautologie. Maintenant, le deuxième point qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est le choix ou segment du marché, la cible. C'est ça le deuxième point. Lorsque vous vous lancez dans l'industrie, il faut choisir la cible. Il faut choisir le marché. Et choisir le marché devient un peu plus compliqué car comme nous l'avons vu plus haut, il est facile pour un négociant de choisir son secteur d'activité. Lorsqu'on est confronté à une situation, il faut savoir que il arrive des moments où une entreprise doit pivoter. Qu'est-ce qu'on entend par pivot? C'est lorsque l'entreprise en question a la possibilité de changer de secteur radicalement du jour au lendemain ou se diriger vers une autre activité, soit parce que le secteur n'est plus assez rentable ou il n'est plus viable. Je vous donnerai un exemple de pivot simple pour que vous puissiez bien comprendre où les choses vont. On suppose qu'un négociant approvisionne régulièrement une industrie spécialisée dans la production de sardines ou conserves. Et du jour au lendemain, on fait comprendre qu'il y a eu un naufrage dans la zone, peut-être en haute mer. Et ce naufrage a fait en sorte que les hydrocarbures sont répandus dans la mer et les sardines pêchées dans toute cette zone sont contaminées, impropres à la consommation humaine. Vous comprenez que le négociant prenait le poisson et vendait à l'industriel qui le mettait en sardine. Des deux, celui qui souffrira le plus de cette crise, c'est bien évidemment l'industriel. Parce que le négociant a la capacité de pivoter aussi le plus rapidement possible. La situation là, on n'a plus besoin de sardines pour la consommation humaine. Il est facile pour lui de se retourner par exemple dans du sucre. Il peut se retourner facilement dans du blé. Il peut se retourner facilement dans du riz. Il peut se retourner facilement dans les hydrocarbures. C'est ça le pivotage. C'est ça, je vais dire, c'est ça pivoter. Par contre, l'industriel sera confronté à une situation très grave. Il va d'abord essayer de faire pression sur les politiques pour qu'ils maintiennent
le secteur. Mais puisque c'est des sardines impropres à la santé humaine, à la consommation humaine, on a suspendu la production. Qu'est-ce que l'industriel doit faire? Il est dans l'obligation de revoir sa chaîne de production. Il faut voir, sans doute il avait déjà commandé certaines boîtes, il avait commandé des intrants. Il est dans l'obligation de revoir la chaîne de production, chercher un nouveau produit sur lequel il faut se lancer sur le marché, retravailler la stratégie de pénétration du marché, retravailler le marketing, reformer toute l'équipe dans les stratégies de vente, amener l'entreprise entière à comprendre le nouveau produit, et ça demande beaucoup de coûts. Sans oublier qu'il peut faire tout ceci et le nouveau produit qu'il mettra sur le marché ne trouve pas véritablement preneur ou bien n'est pas bien accueilli sur le terrain pour X raisons. Vous comprenez que face à cette simple situation, vous êtes d'accord avec moi que le négociant a une très forte capacité de pivot face à une situation donnée, contrairement à l'industriel qui a des installations. Et n'oubliez surtout pas que lorsque l'industriel va installer une machine, la machine est calibrée pour la sardine. La machine est calibrée pour produire la sardine. Si du jour au lendemain, il faut changer et ne plus produire des sardines, imaginez les coûts qui rentreront en jeu. Parce qu'il faut revoir le système industriel. Il faut voir les machines qui sont installées et ça reprend beaucoup et énormément de coûts. Sans oublier qu'il peut arriver des moments où, pour se lancer dans le nouveau segment, il y a des agréments, il y a des autorisations à prendre, des choses qui ne sont pas toujours aisées à avoir. J'espère que vous comprenez la grosse différence qu'il y a pour entre un négociant et un industriel au niveau du pivot. Maintenant, on va attaquer un troisième point qui est le choix des équipements. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans l'industrie, la chose qui fait le plus peur aux industriels, c'est l'équipement. Nous savons tous que certains, ou bien parlant du contexte dans lequel nous sommes, font venir les équipements de la Chine, de la laine, du moins hors du continent africain. Et derrière, il y a un sérieux problème. Ce problème, c'est d'abord le transport, la manutention, la logistique, la douane. On est tous d'accord que les machines coûtent moins cher dans ces pays respectifs. Mais une fois chez nous, la machine devient extrêmement chère. Parce que, après avoir ramené cette machine sur place, après l'avoir installée, pour l'installer au début, il y a des machines où vous devez faire venir des techniciens spécialisés qui sont installés dans votre pays pour pouvoir monter ces machines. Et par la suite, il y a des situations où vous devez prendre les gens chez vous, envoyer dans ces pays, faire former pour l'usage de ces machines. Derrière, former des techniciens qui vont venir pour la maintenance de la machine. N'oublions pas, surtout, les chantages qu'ils sont capables de nous faire. Il y a quelques années de cela, on a une entreprise source du pays au Cameroun qui veut se lancer dans la production des canettes. Et c'est une entreprise nouvellement installée au Cameroun. Il y a des grandes entreprises. On a la UCB, l'Union camerounaise des brasseries, il y a la Guinness, il y a les brasseries du Cameroun. Curieusement, Source du pays fait venir les machines et ces machines sont retrouvées bloquées au port pendant longtemps. Mais à la plus grande surprise, les brasseries du Cameroun importent leurs machines. Entre-temps, les machines de l'autre sont bloquées au port. Ils importent la machine, ils installent la machine, ils testent la chaîne de production. Après avoir testé, on appelle Source du pays pour le faire comprendre qu'ils peuvent dédouaner leurs machines maintenant. Et ils sont bien allés récupérer la machine. Vous savez ce qu'ils ont pu faire. Malheureusement, ils ne pouvaient plus l'installer parce que
sur le marché, il y avait déjà un producteur de boissons en canette. Et ils ont compris que s'ils venaient avec les boissons en canette, il serait extrêmement difficile pour eux de pénétrer le marché. Ils étaient obligés d'en vendre cette machine. J'espère que vous comprenez qui est derrière cette intelligence, cette technique d'intelligence économique associée à l'espionnage industriel, plus la veille industrielle. Parce que l'entreprise qui a réussi à faire bloquer l'équipement de source du pays au port était au courant que cette machine venait. C'est pour dire que l'industriel qui prend l'initiative de faire venir une machine n'est pas sûr que sa machine pourra être dédouanée. Et si elle est dédouanée, j'ai cité les éléments qui vont après, tous les problèmes qu'il rencontre. Vous comprenez? Maintenant, ramenons un peu au cas du négociant. Le négociant n'a besoin de rien en dehors de son téléphone, en guise d'équipement. Il a besoin de son téléphone, de son ordinateur, et puis de ses déplacements pour aller rencontrer les différents fournisseurs. Parce que ce n'est pas lui qui déplace, ce n'est pas lui qui produit, ce n'est pas lui qui déplace, je veux dire, ce n'est pas lui qui fait, qui récolte, ce n'est pas lui qui produit, là, je veux dire au produit fini, mais il est au parti indispensable de l'économie mondiale. Ce troisième point était pour vous faire comprendre la difficulté qu'on peut avoir en étant industriel. On est tous d'accord que ça fait partie, comme dirait quelqu'un, ça fait partie du game, ça fait partie du business, ce sont les règles du jeu. Maintenant, on va aller sur un point encore extrêmement important qui est la matière première. Ici, il faut savoir que la plus grande crainte des industriels réside au niveau de l'approvisionnement en matière première. Il est quasi suicidaire pour un industriel de se lancer dans la production d'une certaine denrée sans avoir une source d'approvisionnement constante des matières premières. Mais on nous dit que pour pallier à ce problème, on doit aller voir nos nouveaux partenaires en Chine, en Inde, qui viendront en Afrique avec les semences améliorées et qui permettront à ces industriels de se lancer véritablement dans la production de, disons, des graines qui seront par la suite transformées dans cette usine. Je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Nous sommes tombés sur la tête. Comment pouvons-nous dire aux gens de créer l'industrie et par la suite aller dans une plantation, cultiver les semences avec les semences soi-disant modifiées, génétiquement modifiées? Il faut combien de temps pour le séquençage de l'ADN d'une graine? Il faut des années, il faut beaucoup d'argent. Une graine qui a été modifiée pour le sol chinois, le climat chinois, l'environnement chinois, n'est pas certain que ça aura véritablement le même rendement chez nous. C'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Et en plus, demander à quelqu'un de se lancer dans la création, dans la production de sa matière première est suicidaire. Parce que nous connaissons tous les risques de l'agriculture. Nous connaissons tous les dangers de l'agriculture. Comment se fait-il que quelqu'un va lancer une usine, aller produire avant de venir transformer? Ça, c'est du suicide carrément. Je vous donne un exemple très simple. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de matières premières, c'est la raison pour laquelle vous allez vous retrouver en Afrique avec un chargeur de téléphone qui coûte 500 francs CFA, moins d'un dollar. Un chargeur qui est venu de la Chine, avec presque 60 composants dans ce dit chargeur, et qui coûte 500 francs CFA. Il faut se demander comment les Chinois font-ils pour pouvoir nous envoyer quelque chose ici et vendre à 500. N'oublions pas que derrière, il y a eu un grossiste. Et celui chez qui nous a acheté à 500, c'est un détaillant dont tout le monde a eu un bénéfice. Comment se fait-il? C'est tout simplement parce que les Chinois ont accès aux matières premières directement. Ils ont accès aux matières premières
C'est dire que c'est la clé. J'essaie de me positionner dans une situation selon laquelle quelqu'un veut se lancer dans l'industrie automobile. Bon, je sais qu'on n'est même pas encore à ce niveau de raisonnement. On est encore dans le raisonnement des petites choses. Mais nous, dans le négoce des matières premières, nous aimons bien le gigantisme. Nous rêvons grand. Nous parlons de très grandes choses. C'est pourquoi je vais amener cet exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Je cherche à comprendre. C'est dire que quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie automobile, doit-il avoir sa propre mine pour extraire son propre cobalt? Doit-il avoir sa propre mine pour extraire le cuivre qu'il doit utiliser dans le câblage? Doit-il avoir sa propre mine ou bien sa plantation de production de latex? Donc, c'est dire qu'il achète une plantation, il plante les EVA, il produit le latex. À partir du latex, il sort du caoutchouc qu'il doit faire les pneus. Doit-il par la suite avoir son usine d'électronique pour le véhicule? Doit-il en même temps avoir une usine pour produire les pots catalytiques? Doit-il avoir une autre usine de mécaniciens pour les amis? Revenons sur terre, s'il vous plaît. Revenons sur terre. Par contre, vous convenez avec moi que dans la production de ce véhicule, les négociants interviennent à tous les niveaux. C'est pour dire aux uns et aux autres que dans le choix des matières premières, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, réussir dans l'industrie si vous décidez de produire vous-même vos matières premières. Vous voulez produire un élément, même si c'est combustible, vous allez d'abord produire la matière première, c'est quasi suicidaire. Parce que personne ne l'a fait. Je prenais l'exemple des négociants que nous avons qui sont devenus aujourd'hui des industriels. Dangote, Tawamba, Fadil, je citerai qui? Ils sont nombreux. Ils sont si nombreux. Ils ont d'abord commencé par le négoce des matières premières. Après avoir compris tout le circuit, après avoir compris tous les éléments qui tournent autour des matières premières, ils ont décidé de se lancer dans l'industrie. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont le circuit des matières premières, ils ont maîtrisé tous les parcours, ils savent où avoir la matière première à bon prix. C'est la raison pour laquelle ils vont sécuriser ces matières premières et peuvent se lancer définitivement dans l'industrie. Et ce qui, par la suite, leur permet de pouvoir avoir des produits sur le marché à très bas prix. Je vous donnerai un exemple très simple. Moi, en tant que négociant au Cameroun, si je vous disais par exemple que je peux vous avoir le kilogramme de soja à moins de 200 francs, l'industriel, je cherche à savoir, est-ce qu'il pourra produire le kilogramme de soja à moins de 200 francs? Je cherche à savoir. Parce que nous avons ce réseau qui produit régulièrement. Et l'avantage derrière, c'est que je ne souffre pas à aller au champ. Il y a des gens qui produisent et qui nous donnent à revendre. L'industriel doit avoir de l'argent pour acheter des engins, qui doit acheter ses équipements, qui doit acheter les semences, qui doit acheter, doit recruter le personnel, qui doit payer, sans être sûr que son produit pourra trouver des acheteurs, que son produit pourra être accepté ou rejeté sur le marché. Mais il doit déjà faire un investissement très costaud qui, pour le négociant, est quelque chose de banal. Parce que la force que le négociant a, c'est qu'il a la possibilité de travailler sur le marché international avec des instruments financiers. C'est-à-dire que dans le domaine du négoce des matières premières, nous montrons comment on peut déplacer la marchandise d'un point à un autre sans avoir à acheter l'intégralité de cette marchandise. Je vous donne un exemple banal. Supposons que, un exemple très simple, j'ai un négociant et un industriel face à moi. L'industriel a besoin du sucre pour alimenter son usine. À combien va-t-il acheter le sucre? Il va acheter le sac de sucre à pratiquement 35 000 francs sur le marché. Ah ouais. Mais moi, en tant que négociant,
je vais faire venir le sucre directement du Brésil. Vous me direz que lui également il peut le faire. Mais sauf qu'il faut comprendre une chose. S'il faut faire venir un navire de sucre, l'industriel a besoin de débourser peut-être, entre autres, 11 milliards de francs CFA pour faire venir un navire de sucre. A-t-il ces moyens? Mais moi, en tant que négociant, j'ai des mécanismes que nous mettons sur pied dans le monde du négoce en matière première qui me permettent de faire venir, grâce aux instruments financiers, faire venir ce navire de sucre sans avoir à débourser les 11 milliards. Le sucre arrive, on vend ce sucre et ensuite on paye le fournisseur. Ce que l'industriel sait très peu faire. Ça fait partie des secrets que regorge le négoce des matières premières. Vous comprenez pourquoi, si vous voulez vous lancer dans l'industrie, vous n'avez pas ces éléments indispensables à la disposition des négociants. Les choses seront extrêmement difficiles pour vous. D'autres diront, par exemple, qu'ils iront vers les banques pour les financements. J'ai bien envie de comprendre quelle banque peut financer une industrie ou bien financer quelqu'un qui se lance dans un secteur dont il n'a jamais expérimenté. J'ai bien envie de comprendre quelle banque va se lancer, soutenir quelqu'un ou bien soutenir une entreprise qui vient dire je vais me lancer dans l'industrie parce que, soi-disant, c'est un secteur qui marche. Contrairement aux négociants, il est plus facile de soutenir un négociant parce que le négociant peut aller chez le banquier avec les bons de commande irrévocables, avec des bons de commande certifiés. À partir de là, le banquier peut voir qu'il a des bons de commande certifiés et il finance ou préfinance l'achat du sucre du négociant. Ce qui est quasi impossible pour le banquier. Parce qu'il faut le dire, un banquier est un homme d'affaires. Un banquier est un businessman. Son objectif, c'est de faire fructifier son argent. Il n'est pas là pour la générosité. Il n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Je vais finir, entre autres, par un point extrêmement important qui est la stratégie de pénétration du marché. Ah oui. En tant qu'industriel, il est indispensable de savoir que pour lancer un produit sur le marché, il y a des stratégies. Vous avez déjà des concurrents en place. Il y a des gens qui sont installés, ou bien des entreprises qui sont installées depuis des décennies. Ces entreprises ont déjà une base de clients bien définie. Et il faut savoir qu'on ne change pas les habitudes d'un client du jour au lendemain. Vous comprenez qu'il faut connaître qui est votre acheteur. Nous sommes toujours dans le cas de la vidéo qui parle des 6 raisons pour lesquelles vous ne réussirez jamais dans l'industrie si vous ne passez pas par le négoce des matières premières. Donc, je disais, après avoir identifié votre potentiel client, vous devez attirer son attention. Étant donné que le consommateur a déjà une habitude de consommation, il est plus judicieux pour vous d'attirer d'abord son attention et faire tout pour contourner toutes les barrières à l'achat du consommateur pour que votre produit puisse enfin attirer ou capter son attention. Et il faut chercher un point d'entrée sur le marché. Ce n'est pas parce que vous êtes nouvellement venu, vous avez un très beau discours que les choses marcheront rapidement. Je prenais l'exemple sur vous. Combien de fois avez-vous repoussé gentiment un commercial qui vient vous proposer quelque chose? Avez-vous un jour essayé de vivre ou bien d'être confronté à ce genre de sentiment quand vous venez proposer quelque chose à vendre à quelqu'un et la personne vous repousse gentiment? C'est pour vous dire que si vous n'avez pas cherché le point d'entrée sur votre marché, il est possible que, quel que soit le type de produit que vous mettez sur le marché en tant qu'industriel,
que vous subissez des renvois en toute gentillesse de votre produit. Maintenant, il faut comprendre également l'un des points les plus importants pour l'industriel qui est le point d'accroche. Vous devez trouver une formule, une phrase, une image, une figure de style qui doit décrire votre produit afin d'occuper l'esprit de votre cible. Ce n'est pas toujours facile, les amis. Ce n'est pas toujours aisé. Et pour ne pas trop m'éterniser sur les différents éléments que vous devez prendre, pour la stratégie de pénétration du marché, il faut fixer un prix. Et pour la fixation du prix, il faut faire une comparaison tarifaire sur le marché afin de fixer un prix qui vous permettra de vendre et sortir avec une marge confortable et pour que votre entreprise puisse tourner sur le temps. Ceci n'est qu'une partie des éléments importants. Je n'ai pas encore parlé de la vente et je n'ai même pas abordé le domaine de la vente. Je n'ai que parlé de la stratégie de pénétration du marché pour un industriel. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce que le négociant fait? Il n'a pas besoin de tout cela parce qu'il s'adresse aux industries, il s'adresse aux gens qui sont dans le besoin de ces produits. Il n'a pas besoin de capter l'attention, il n'a pas besoin de points d'ancrage, il n'a pas besoin, au niveau du prix, il peut faire un prix plus bas que des concurrents. Il n'a pas ces efforts à faire. Il n'a pas à comprendre la psychologie de son client. Non. Parce que l'industrie vient, cette industrie a besoin de, disons n'importe quoi, 10 000 tonnes de sucre pour lancer sa production de jus de fruits, entre autres. Elle est dans le besoin. Vous comprenez? L'entreprise a le besoin. Il n'y a pas de stratégie marketing particulière à faire. C'est ça le truc en fait. C'est pourquoi quand vous proposez, il y a effectivement déjà le marché. Et je ne suis pas en train de dire que le négoce de matière première est très facile. Non. J'essaie de faire une comparaison pour que vous puissiez comprendre quelques éléments. Quand vous avez compris comment ça marche, vous vous positionnez et vous gagnez sans faire beaucoup d'efforts. Vous gagnez sans faire véritablement d'investissement. Contrairement à l'industrie qui demande un très gros investissement à l'entrée. Sans oublier que la barrière à l'entrée est aussi très grande. Il y a beaucoup plus de contraintes. Ceci dit, les amis, c'est un énorme plaisir de vous parler, de vous avoir. Je rappelle que nombreux sont ceux qui aimeraient avoir mes enseignements. Je suis Ernest Chakunte, plus connu sous le nom de Coach Ben, négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Vous allez voir le nom qui doit s'afficher. Notre site internet doit s'afficher là. Groupe Alliance Golf. Si vous êtes intéressé par le négoce des matières premières, je sais que beaucoup seront intéressés. Vous voulez comprendre de quoi les questions. Nous avons créé un groupe Telegram, un groupe dédié. Groupe dans lequel je partage régulièrement des articles sur le négoce des matières premières, des articles sur la géostratégie liée au négoce des matières premières, la géoéconomie. Je fais régulièrement des vidéos que je poste dans ce canal privé. Des vidéos qui ne sont vues nulle part, des vidéos qui ne sont diffusées nulle part en dehors de ce canal. Donc, je vous donne l'occasion de nous rejoindre dans ce canal afin d'apprendre des choses indispensables et utiles pour vous et pour votre prochain, pour votre descendance via ce canal. Maintenant, si vous avez la possibilité et les moyens, je vous donne rendez-vous du 12 au 16 décembre 2023 à Kribi, dans mon pays, au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fera? On parlera du négoce des matières premières en profondeur. Je vous montrerai tous les secrets. Je vous montrerai les astuces. Je vous permettrai de pénétrer mon réseau de négociants. Je vous permettrai d'avoir accès à mon savoir, de partager mon expérience avec vous, de vous ouvrir mon carnet d'adresses. Parce qu'il faut le dire, à ce jour, j'ai le plus grand carnet d'adresses d'entreprise en tant que négociant à travers le monde. Ou, pour être plus modeste, en Afrique. Vous aurez également la possibilité de rejoindre notre groupe privé de négociants dans lequel vous avez des anciens qui y sont, avec lesquels vous pouvez échanger, vous pouvez faire des partenariats dans ce groupe. Vous avez exclusivement la possibilité de rejoindre la première association de négociants africains. Et vous aurez
la chance de créer votre compte premium de négoce créé par un Africain, Comotron.com, qui veut dire Commodity Trading Online.com. Vous avez également la possibilité, à la fin de cette formation, de créer votre carte de visite virtuelle sur notre site internet. Parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il arrive des moments où les gens qui vont se lancer dans le négoce des matières premières, face à certains marchands, leur demandent où vous vous êtes formé. Et notre plateforme devient un soutien pour vous. Parce qu'il faut le dire, j'ai une très bonne renommée dans le monde du négoce des matières premières. Et une fois que vous êtes déçu et que vous avez réussi à avoir votre carte de visite virtuelle, il arrive des moments où les entreprises nous contactent pour savoir si on vous connaît. Ça devient nous devenir une garantie pour vous, une garantie pour vous dans ce secteur. Je ne saurais citer tous les éléments, mais je vous donne quelque chose d'extrêmement important. Vous avez deux possibilités. Après la formation, vous pouvez revenir au Cameroun pour un stage que nous organisons, où ensemble on ira vers les entreprises que j'ai dans mon répertoire. Ça veut dire que lorsque vous finirez la formation, j'organiserai des voyages dans des pays où je suis en contact avec des entreprises déjà installées, des entreprises qui produisent des matières premières. Donc, ceci dit, sachez que si vous venez au Cameroun du 12 au 16 décembre 2023, vous aurez toute une panoplie d'éléments. Vous ferez partie de cette nouvelle Afrique qui est en train de se construire véritablement à partir des âmes qui leur sont propres. Chers amis, c'est fait un énorme plaisir de vous parler. Pour finir, je vous donnerai un 7e point en forme de bonus. Sachez que la théorie de sous-marinage, c'est la pire des théories, la théorie la plus idiote qui existe. La théorie du sous-marinage. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Je vous expliquerai pourquoi le sous-marinage, c'est la plus grosse idiotie qui existe. Merci d'avoir été là. N'oubliez surtout pas de mettre le petit pouce, de partager, d'inviter vos contacts. Commentez surtout. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-moi un commentaire. Tout en restant poli, bien évidemment. Faites un commentaire, donnez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et je me ferai un énorme plaisir d'échanger avec vous pour avoir vos différents points. Merci d'avoir été là. Je vous aime. Alafia. À bientôt.